Traumatisé par la perte de l'Artsakh et se sentant abandonné par son allié historique russe, Yerevan opère un pivot spectaculaire vers l'Occident avec pour objectif afficher une future adhésion à l'Union européenne. Mais ce chemin est-il une voie vers la sécurité et la prospérité ou une illusion périlleuse dans un environnement aussi hostile? L'Europe est elle-même en proie à ses propres crises? Est-elle un protecteur crédible? Et quel est le prix réel d'une telle intégration, notamment au regard de l'OTAN et des équilibres avec l'Iran et la Russie? Pour décrypter ces enjeux complexes, où les calculs de puissance se mêlent aux aspirations des peuples, nous avons le plaisir de recevoir un observateur au parcours singulier. L'analyste indépendant et essayiste Maxence Magneto a découvert l'Arménie par la musique avant d'y vivre, d'y voyager et d'en tirer plusieurs ouvrages qui bousculent les clichés. Son analyse, nourrie par une connaissance intime du terrain, offre une perspective à contre-courant des récits simplicistes. Bonjour Maxence, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, d'abord, parler un peu de vous. D'origine franco-italienne, qu'est-ce qui vous a amené en Arménie, ensuite à y consacrer 2 livres? Merci d'abord pour m'avoir invité à votre nouveau média francophone. C'est pour moi un honneur. Donc, mon parcours, effectivement, c'est assez particulier, c'est-à-dire que je suis originaire d'Italie. Ma mère étant française, mon père étant italien, j'ai acquis la double nationalité. Donc, je viens d'un tout petit village sur les côtes du lac de Garde. Et en Italie, à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'informations sur l'Arménie. Donc, c'était à travers la musique que je m'étais intéressé. J'écoutais beaucoup System of a Down, qui est un groupe de la diaspora arménienne de Los Angeles. Et ça m'avait un peu questionné, interrogé sur l'histoire d'Arménie, de comment ça se fait que sur le livre d'histoire en Italie, on n'en entend jamais parler, sauf dans 2 ou 3 petites lignes. Et en fait, en venant en France régulièrement pour voir de la famille, je passais devant des magasins arméniens avec des affiches du mont Ararat, de Yerevan, etc., etc. Et par la suite, dans des émissions de télé, je voyais passer un petit peu l'Arménie. Et je me suis intéressé sur à propos du génocide arménien et ça m'avait beaucoup questionné qu'est-ce qui a fait l'histoire de l'Arménie, qu'est-ce qui a fait qu'elle a fait partie de l'Union soviétique. Et par la suite, ce petit pays absolument pauvre, avec une très grande histoire, comment ça se fait qu'elle avait gagné la guerre du Karabakh, donc d'Artsar, dans les années 90. Et voilà, j'étais très intéressé par le Caucase, l'Asie centrale, par quelque part me décentraliser un petit peu par rapport à ce que je connaissais. Ensuite, je suis parti en France et j'ai vécu en France pendant quelques années à Marseille. Et à un moment donné, j'ai fait des connaissances avec une psychologue arménienne qui aujourd'hui est mon épouse. Donc nous avons des enfants et à l'époque, en la connaissant, on s'était mis en couple. Et j'étais parti en Arménie pendant quelques jours parce que j'étais intéressé par l'Arménie. Je voulais voir le Caucase et notamment l'Arménie. Et c'est là que j'avais décidé de quitter mon précédent travail en CDI et de m'installer en Arménie la première année comme dans un service de volontariat européen dans le domaine de la culture, de la jeunesse. Et par la suite, la deuxième année, entre 2015 et 2016, comme salarié de la fondation CASA, donc dans la fondation suisse-arménienne CASA, avec un salaire arménien. Donc je vivais d'une certaine façon, même avec quelques parachutes comme étant un Arménien. Et en habitant en Arménie, j'ai pu constater quelle est la réalité du terrain, avec les filtres bien évidemment de ma personne et de mon histoire personnelle. Et je n'ai profité pour voyager, toujours hébergé chez l'habitant d'ailleurs, en Géorgie, en Iran, en, en Arménie occidentale, donc le Kurdistan turc aujourd'hui. J'étais allé jusqu'à Van et de Goubayazit. La Géorgie, l'Ukraine, j'étais en Ukraine aussi, et l'Abkhazie, et 3 fois en Artsakh. Votre femme vient-elle de la diaspora ou de l'Arménie? De Yerevan, une Arménienne d'Arménie. Voilà, une Arménienne d'Arménie que j'avais rencontrée en France. Elle était venue pour rendre visite à la famille.
Et ensuite, c'est moi qui l'a suivi. Et après, bon, on est rentrés en France tous les deux. Enfin, on est partis en France tous les deux, puisque quelque part, moi, je rentre en France actuellement. Et quand je vais en Italie, je rentre en Italie. Quand je vais en Arménie, quelque part, j'ai l'impression de rentrer en Arménie aussi. De cette expérience, je n'ai tiré deux livres. L'Arménie au-delà des clichés qui a été publié en 2018, c'est mon expérience en Arménie. Donc j'ai essayé de faire entendre une Arménie différente que celle de pays pauvres avec une histoire de génocide. Donc quelle est l'Arménie vivante d'aujourd'hui? Et un deuxième livre paru en 2021, Furie arménienne. Donc c'est l'histoire du rock de la musique métal en Arménie depuis l'époque soviétique jusqu'à nos jours. Donc en époque soviétique, on s'était interdit, mais les Arméniens le faisaient quand même. Et aussi beaucoup d'interviews d'artistes locaux et d'artistes internationaux, par exemple Ian Gillan de Deep Purple. Maxence, vous êtes aussi analyste géopolitique et essayiste. Vous avez connu le regretté Gérard Chalian. Donc, comment situez-vous l'Arménie dans le nouvel ordre mondial actuel? L'Arménie, dans cette conjoncture internationale, quel est son rôle? Or, le problème de l'Arménie, c'est que c'est un pays qui n'a pas eu d'expérience étatique pendant plusieurs siècles. Donc, les premières expériences étatiques ont été juste avant l'Union soviétique, pendant l'Union soviétique, mais était une république socialiste soviétique qui faisait partie d'un pays, c'était pas un pays à part. Avec l'indépendance, ils n'avaient pas énormément d'expérience non plus de qu'est-ce que c'est que d'être un pays souverain. Est-ce que l'État-nation arménien s'est vraiment constitué finalement? C'est un débat qui est assez ouvert auprès de beaucoup d'analystes de la diaspora arménienne. Jusqu'en 2020, l'Arménie avait joué un vrai rôle géopolitique. C'est-à-dire que en libérant l'Artsakh et en conquérant un certain nombre de rayons de l'Azerbaïdjan autour de l'Artsakh, l'Arménie était arrivée à séparer le Nakhitchevan du reste de l'Azerbaïdjan et à créer en quelque sorte un- une protection de l'Arménie au niveau du sunnique. Le point faible de l'Arménie, c'est le sunnique. Donc, en coupant l'Azerbaïdjan du Nakhitchevan, de facto, ils arrivaient à couper aussi l'axe pan-turc. Or, l'Arménie étant pauvre et ayant eu énormément de soucis par rapport au tremblement de terre de 1988 et ayant une grosse diaspora en Russie, bien évidemment, il fallait qu'ils puissent trouver leur position non pas internationale, mais régionale. Donc, il fallait s'arrimer à la protection de la Russie. En échange de quoi? Ben, ce qu'on a vu par rapport aux oligarques, par rapport à la vente de beaucoup d'entreprises arméniennes et aussi en donnant deux bases militaires, voire trois à mer et aussi il y en a une aux Russes. Donc perte de souveraineté arménienne en faveur d'une sorte de protection de la Russie jusqu'en 2020. Le système politique arménien a changé et a essayé de se rapprocher plutôt du monde occidental. Bien évidemment, les États-nations autour d'un pôle organisateur, ils sont plus faibles que le pôle organisateur. Donc, si le pôle organisateur voit les États-nations autour qui sont sous son contrôle partir ailleurs, ils interviennent aussi d'une manière ou d'une autre. Ça s'est déjà produit avec la Géorgie. Les influences étrangères en Géorgie ont donné aussi, entre autres, des réactions de la part de la Russie. Or, c'est très complexe de faire un résumé de ce qui s'est passé entre 2020 et 2025. Comme si vous voulez, d'une certaine manière, le positionnement de l'Arménie aujourd'hui en 2025 est extrêmement délicat. Parce que quelque part, vous êtes obligé de garder des bons contacts et des bons liens avec la Russie, puisqu'il y a deux bases militaires. La plupart du gaz, vous le recevez par les Russes. Vous êtes à la frontière avec l'Iran. Donc, un positionnement vers l'Occident est très délicat. Il y a il y a aussi un côté positif que, effectivement, c'est un point fort de la part de l'Arménie, c'est d'être un pays qui fait partie, disons, de l'Eurasie, puisque c'est au carrefour entre le monde, euh, disons, perse, slave, un peu turcique et européen, donc de pouvoir avoir un pied en Europe et en Occident, sans pourtant renier aussi toutes ces appartenances plurielles aux autres mondes aussi.
parce qu'il y a un peu aussi de perse et il y a un peu aussi du russe, puisque l'Arménie, d'une manière ou d'une autre, a fait partie de la Russie, de l'Empire russe pendant 2 siècles. Donc c'est inévitable qu'il y ait des liens. Et aussi d'un point de vue géographique, comment faire par rapport à ça? L'Arménie veut la protection de quelqu'un, parce que seule, elle n'arrive pas à se protéger, ou c'est extrêmement compliqué. Bien évidemment, géographiquement, c'est la Russie qui est à côté, et pas les États-Unis qui sont là. L'Arménie souhaite adhérer à l'Union européenne, mais compte tenu des défis géopolitiques actuels, comme la guerre en Ukraine, est-ce que pensez-vous que l'Europe est prête à accueillir l'Arménie dans sa famille? Alors, à mon avis, quelque part, la vraie question à se poser, que vous devez vous poser, vous, les Arméniens, c'est pas est-ce que l'Union européenne est prête à accueillir l'Arménie, mais est-ce que plutôt l'Arménie est prête à intégrer, euh, au cas où, l'Union européenne et l'OTAN? Parce que lorsqu'un pays intègre l'Union européenne, automatiquement, tôt ou tard, doit intégrer l'OTAN, donc l'Alliance atlantique des États-Unis. Euh, il y a eu un analyste géopolitique extrêmement important, extrêmement influent dans les années 90, au début des années 2000, donc Zbigniew Brzezinski, qui a écrit Le Grand Échiquier. C'était d'origine polonaise, mais c'était un Américain, donc un conseiller spécial du président Carter. Et ses livres, ses articles et ses interviews étaient lus et analysés par tous les analystes possibles, aussi par les présidents qui l'écoutaient énormément. Euh, il y a deux principes qu'il faut retenir de ce que Zbigniew Brzezinski avait préconisé pour que les États-Unis puissent garder leur place dans le monde. Dans la place, il y a une expression particulière aux États-Unis en anglais, c'est the West and the rest, c'est-à-dire l'Occident et le reste. Les États-Unis s'identifient à l'Occident et le reste, c'est le reste. C'est-à-dire que d'abord, c'est les États-Unis et ensuite, c'est le reste de la planète. Les adversaires, il doit pouvoir les aménager. Pour ce qui est de la Russie, Brzezinski a toujours soutenu le détachement de l'Ukraine du contrôle russe, que ce soit territorial, économique, politique et aussi culturel. Il a toujours soutenu ça. Il faut détacher l'Ukraine de la Russie, parce que comme ça, on empêche la Russie de redevenir quelque part un empire et surtout d'accéder aux ressources de l'Ukraine et aux mers chaudes de la mer Noire. Et le deuxième point qu'il faut retenir, à mon humble avis, le plus, c'est qu'il souhaitait que l'Union européenne avance de plus en plus vers l'est de l'Europe pour intégrer des pays faisant partie de l'ancien pacte de Varsovie et aussi de l'espace post-soviétique, les pays baltes par exemple, et l'Ukraine, bien évidemment. Pourquoi ça? Parce qu'il estimait que l'Europe est la tête de pont de l'Occident, de l'OTAN. Donc, si l'Arménie intègre l'Union européenne, et franchement, j'ai énormément de doutes là-dessus, la question à se poser est, est-ce que l'Arménie est prête à vouloir s'occidentaliser? Donc, les conséquences d'une intégration de l'Union européenne. S'occidentaliser, perte d'une certaine manière de souveraineté aussi, puisque l'Union européenne, on peut pas par exemple, on contrôle pas nos frontières, on peut pas, on contrôle très mal les flux migratoires. L'Arménie, si elle intègre l'Union européenne, il y a aussi une perte de souveraineté, puisque quand vous faites partie de l'Union européenne, vous êtes dépendant économiquement, vous n'avez pas le contrôle des frontières et des flux migratoires, et aussi des décisions de la part de la Cour suprême. Il y a des avantages aussi, bien évidemment. Mais après, vous devez suivre certaines indications de la part de l'Union européenne. Vous ne pouvez pas choisir de tout. Et aussi, un autre problème, à mon avis, d'intégrer l'Union européenne, c'est d'importer une certaine politique très européenne en Arménie. Le clivage gauche et droite. Quand j'habitais en Arménie, il n'y avait pas forcément ce gros clivage-là. Les Arméniens étaient d'accord sur un certain nombre de points. Et ensuite, ils se structuraient et ils s'articulaient avec leur façon d'être et de voir le monde. Et là, aujourd'hui, je vois qu'il y a énormément de clivages entre la gauche progressiste, la droite conservatrice, ce qui crée des divisions dans le pays lui-même. Euh,
voilà, il y a quand même des choses un peu à revoir par rapport à est-ce que l'Arménie a vraiment envie de s'occidentaliser? L'Occident, c'est, comme je disais, beaucoup le matérialisme, l'individualisme, le libéralisme, le postmodernisme, un certain déracinement aussi des identités. Après, il y a l'état de droit qui est positif aussi, qui peut aider, une certaine lutte contre la corruption qui est extrêmement important, un accent qui est mis sur l'innovation. Et finalement, vous n'avez pas besoin d'être occidentaux pour être innovants. Vous, les Arméniens, vous avez toujours été à la pointe de l'innovation, même en Union soviétique. Les MiG, c'était Mikoyan qui les avait créés. La bombe atomique de l'URSS à la fin des années 40 la conception a été sur le mont Aragats en Arménie. Voilà, donc c'est vraiment un choix qu'il faut vraiment que vous puissiez prendre en compte. Pour être plus direct, quelles sont les chances que l'Arménie devienne membre de l'Union européenne, disons, dans les 2 années, 3 années à venir? Donc, alors, l'Arménie a fait des pas en avant extrêmement importants pour essayer d'intégrer l'Union européenne. On disait tout à l'heure, elle a entériné le statut de Rome en 2024, par exemple, donc des facilitations dans les visas. Et il faut savoir aussi que l'Arménie fait partie du partenariat global renforcé de l'Union européenne depuis 2021 et que depuis 2021, ça a débloqué des fonds extrêmement importants de la part de l'Union européenne vers l'Arménie. 2 milliards et demi de 2 milliards et 500 millions d'euros d'investissement. Et actuellement, il y a encore 270 millions d'euros pour 2024-2027. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les processus d'intégration de la Géorgie apparemment ont été ralentis du fait de la non-application de certaines règles contre les influences étrangères en Géorgie. Mais qu'est-ce que je viens de vous évoquer? Qu'est-ce que je viens de dire justement? Les influences étrangères en Arménie, on les a, c'est pas que les Russes. Parce que lorsqu'on parle en Géorgie des influences de l'étranger, on parle bien évidemment des influences de la part de la Russie et du monde russophone, mais on ne parle pas beaucoup, par exemple, du fait que Salomé Zourabichvili, donc l'ancienne présidente, est une Française qui était Oui. ambassadrice de France pendant la Révolution des Roses de Mikhail Saakachvili. Donc elle était ambassadrice de France, ambassadrice spéciale, et en mars 2004, quitte son poste pour devenir ministre des Affaires étrangères de Géorgie. À la même période, vous avez notre politicien qui est un peu, pas le patron du Parti socialiste français, mais disons le candidat éternel, Raphaël Glucksmann, qui était en 2003 en Géorgie. Et entre 2004 et 2009, il a été conseiller spécial auprès du président de la République de Géorgie, Mikhail Saakachvili. Donc, Raphaël Glucksmann, pendant 3 ans, quand il était en Géorgie, pardon, il s'était marié à une femme, une Géorgienne, qui s'appelle Eka Zguladze. Et ensemble, en 2013, ils sont partis en Ukraine pour participer à Euromaïdan. Et lui, c'est un Français. Et maintenant, madame, et par la suite, elle est devenue ministre en Ukraine. Donc, on est en train de parler d'influence étrangère en Géorgie, en Arménie et en Moldavie aussi, puisque les élections moldaves qui se sont passées récemment, où à nouveau le parti de Maya Sandu a reporté les législatives, Maya Sandu, c'est quelqu'un qui a étudié aux États-Unis, qui a travaillé pour la Banque mondiale, pour l'ONU aussi, me semble-t-il, et qui a mis en prison, il y a juste quelques mois, Evgenia Gutul, la gouverneure de la Gagaouzie. Donc, elle a mis en prison en l'accusant justement d'être un relais des Russes en Moldavie. Pourtant, les relais de l'Union européenne et des États-Unis et de l'OTAN en Moldavie sont bien présents. Donc, les influences, vous les avez de tous les côtés. C'est comme ça, c'est des États-nations, c'est des États-nations que chacun essaye un peu d'utiliser pour des questions politiques et géopolitiques. Mais
Mais c'est comme ça. Donc, quand on me parle d'influence de la Russie, je veux bien, parce que c'est vrai, parce que Bizna Ivanishvili contrôle quelque part une grosse partie de la Géorgie et il est pro-russe. Oui, d'accord, mais en même temps, la Russie est à la frontière avec la Géorgie et elle a deux territoires sous contrôle des Russes, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Alors, vous pensez qu'il n'y a pas de chance que l'Arménie adhère à l'Union européenne? Non, parce qu'on a énormément de crises et de problèmes en Union européenne. Donc, nous sommes parmi les États les plus endettés de la planète. On arrive regardez en France, qu'est-ce qui se passe? C'est une crise institutionnelle majeure comme on n'en avait jamais vécu pendant la Ve République. Lorsque le général de Gaulle arriva au pouvoir, retourna au pouvoir en 1958, c'était en pleine guerre d'Algérie. Même la guerre d'Algérie n'a pas été une crise aussi, la perte de l'Algérie en 62 n'a pas été une crise institutionnelle aussi énorme et majeure. C'était une autre époque, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir un gouvernement. On n'arrive pas à avoir un gouvernement. Donc, déjà la France, qui est en gros la deuxième puissance économique de l'Union européenne, est en grave crise interne. Donc, s'occuper de l'Arménie, elle a d'autres chats à fouetter. L'Allemagne est en grave crise économique aussi parce que son économie tournait grâce au gaz russe et Nord Stream 1 et 2 mystérieusement a pété en 2020-2021. L'Union européenne est en crise. Mais puisqu'elle est en crise, elle avance de plus en plus. C'est ça, c'est son pouvoir de séduction. L'Union européenne a un pouvoir comme l'Occident de séduction. Après, qu'est-ce qu'elle propose derrière? Ça, c'est un peu fumeux. De la protection économique, oui, il y a des investissements, c'est vrai, mais protection militaire, elle ne donne pas de protection militaire. Elle n'est pas intervenue pour la Géorgie lorsque la Géorgie a attaqué l'Ossétie du Sud, et donc les Russes ont riposté et ont envahi la Géorgie. Là, personne n'en est intervenu. L'Union européenne est un espace, étant un espace faisant partie de l'Occident, la force de l'Occident est aussi de séduire. Donc, l'Union européenne est très très bien formée à avoir certains discours qui peuvent être très séducteurs. Mais du moment où on séduit, qu'est-ce qu'on donne par la suite? C'est-à-dire que de la protection du point de vue économique, un petit peu, ça dépend. Donc, l'Arménie est un pays globalement pauvre, voire très pauvre. Beaucoup de pays de l'Est le sont aussi. Donc, les investissements de l'Union européenne, donc, c'est des investissements qui viennent des pays les plus riches vers les pays plus pauvres. Qu'est-ce qu'on a en retour aussi, quelque part? Donc, c'est du business et de la protection d'un point de vue militaire. L'Union européenne n'a pas d'armée européenne, ça n'existe pas. Donc c'est Emmanuel Macron et d'autres qui en parlent depuis un certain temps. Pas tout le monde est d'accord parce que l'Union européenne, pour faire avancer les choses, il faut que tous les membres de l'Union européenne se mettent d'accord. S'il y a un seul État qui fait bloc, par exemple, assez régulièrement, les sanctions contre la Russie et la Biélorussie de la part de l'Union européenne sont bloquées par l'Hongrie et la Slovaquie. La Slovaquie et la Hongrie dépendent encore aujourd'hui du gaz, en bonne partie du gaz russe, qui passe par l'Ukraine d'ailleurs. Vous voyez la complexité de l'Union européenne aujourd'hui. Et je souhaiterais ajouter aussi, entre autres, l'Union européenne, pas tout le monde est d'accord pour rester en Union européenne. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne pour des raisons qui leur appartiennent. Ils n'avaient pas l'euro, ils avaient encore le sterling. Mais par Oui. exemple, l'Islande a refusé de rentrer dans l'Union européenne. Elle ne veut pas rentrer dans l'Union européenne. La Suisse ne veut pas rentrer dans l'Union européenne. Donc il y a des pays aussi qui ne voient pas beaucoup d'avantages dans le fait de rentrer dans l'Union européenne. Or, il faut une Union européenne, mais pas celle de Bruxelles. Une Union européenne outre, c'est-à-dire un ensemble de coordination et de cohérence entre les États européens. D'une certaine manière, créer une sorte d'empire d'Europe, sans avoir un empereur ou une capitale comme on peut l'imaginer, mais que ça puisse devenir un pôle indépendant des États-Unis, indépendant de la Chine, indépendant de la Russie, mais sans se couper de tous ces empires-là. Ce serait bien que l'Union européenne, dans l'idéal, se réforme pour devenir quelque chose d'autre que cet amas de technocratie et de corruption à tout va. Vous vous souvenez bien, bien évidemment, des scandales liés à la diplomatie du caviar avec l'Azerbaïdjan. Donc, l'Union européenne, par exemple, c'est pas interdit le lobbying. Quand on est député, eurodéputé,
on peut faire du lobbying, c'est-à-dire on se fait acheter et après on vote des lois pour favoriser tel État ou telle entreprise. Si vous voulez rentrer dans une Union européenne ou dans un truc pareil, vous n'allez pas avoir énormément de choses en retour en réalité, je crois, à part des investissements et une aide pour l'état de droit, mais vous n'allez plus avoir de souveraineté vraiment tout court, hein. Alors, si on résume notre entretien d'aujourd'hui, vous dites que les discours de l'adhésion de l'Arménie à l'Union européenne, ce sont des illusions. Oui? Alors, c'est surtout pour le fait que de toute façon, moi je ne crois pas qu'ils vont vous prendre, tout simplement. Pas dans le court terme. Mais après, c'est extrêmement compliqué d'imaginer qu'est-ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans. Est-ce que vous vous imaginiez, vous, en 2019, ce qui allait se passer en 2020 et en 2022? C'était impossible sauf si on est un peu dans soit des voyants, soit des analyses particulièrement subtiles. Chose que je ne crois pas beaucoup, mais personne n'allait imaginer ce qui allait se passer en 2020 et en 2022 non plus. La Exactement. Russie voulait renverser le gouvernement d'Ukraine et c'est tout. Il n'est pas arrivé à renverser le gouvernement de l'Ukraine. L'Europe, la plupart de l'Europe et les États-Unis et d'autres pays aussi sont intervenus pour les soutenir, tandis que vous avez le reste de la planète que d'une manière ou d'une autre soutient, parce que quasiment toute l'Afrique soutient la Russie. Donc on n'allait pas imaginer qu'est-ce qui allait se passer par la suite. Et l'Arménie se retrouvait là un peu au milieu et se retrouver au milieu. Donc aujourd'hui, le grand enjeu de l'Arménie, c'est pas tant chez qui je vais, parce qu'à mon avis, l'Arménie, si vous voulez, elle peut avoir un bon positionnement, c'est vraiment de faire de la bonne diplomatie, c'est-à-dire ne pas faire partie de l'Union européenne, mais garder un pied dans l'Union européenne, chose qu'elle a déjà faite, c'est-à-dire renforcer les liens avec l'Union européenne, avec des liens de partenariat garder des excellentes relations avec l'Iran indépendamment du régime en place. Il faut arrêter avec cette histoire de oui, mais régime change, ça c'est les Américains qui veulent le régime change. Garder des bonnes relations avec la Russie. S'il y a à garder les bases militaires russes en Arménie, essayez de faire de la bonne diplomatie. Qu'est-ce que vous préférez, avoir des bases militaires russes en Arménie ou avoir des bases de l'OTAN avec des Turcs? À un moment donné, il faut choisir aussi. Et essayer effectivement, à un moment donné, c'est malheureux à dire, mais en 2020 et en 2021, pardon, en 2023, la guerre, vous l'avez perdue. La guerre a été perdue. Donc là, il faut faire de la bonne diplomatie, chose qui n'est pas vraiment très au top en ce moment à ce qu'il paraît, et éviter que les, que les projets de connexion entre la Turquie et le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan fassent de l'Arménie juste un hub dans un axe pan-turc. Attention, parce que l'Union européenne, dans le paquet d'aide qu'il vous a donné récemment, il y a aussi de l'argent pour rénover les infrastructures arméniennes et en créer des nouvelles pour justement créer cette conjonction. L'Union européenne aimerait bien avoir accès à l'Asie centrale à travers elle est là, elle est obligée, à travers la Turquie et le Caucase. Et il y a qui au milieu, comme d'habitude depuis 3000 ans, mais c'est l'Arménie. Et l'Union européenne ne veut pas passer par l'Iran pour tout un tas de raisons dont on est au courant. Il ne veut pas passer par les Russes pour les raisons dont on est au courant. Et c'est surtout les Américains qui ne veulent pas ça. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous ce soir. Nous recevions Maxence Magnoteux, analyste indépendant et essayiste.